Bienvenue à tous dans ce podcast technique. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la production, le traitement et l'utilisation des boues en aquaculture, en nous concentrant sur les aspects abordés dans l'ouvrage d'Odd Ivar Lekang, édition 2. C'est passionnant. Par où devrions-nous commencer? Eh bien, commençons par définir ce qu'est exactement la boue. En aquaculture, la boue se forme lors de l'élimination des particules de l'eau. Elle est, en fait, composée d'eau et de particules solides, principalement les fesses des poissons, mais aussi les pertes de nourriture. Par exemple, pour la truite arc-en-ciel, environ 20% du poids de la nourriture consommée se transforme en fesses sur une base de matière sèche. Oui, c'est assez révélateur, n'est-ce pas? Et donc, cela signifie que la qualité et le type de nourriture jouent un rôle crucial dans la production de boue. Exactement, c'est comme si la nourriture de qualité, le taux de conversion alimentaire et même le type d'alimentation impactent la quantité de boue produite. Si le FCR, taux de conversion alimentaire, est supérieur à 1 et que la nourriture sèche traditionnelle est utilisée, il y aura des pertes directes vers l'élimination, en plus de ce qui est généré par les fesses. Cela souligne l'importance d'une alimentation adéquate et d'une bonne gestion pour éviter ces pertes. Intéressant, donc une gestion pointue de l'alimentation réduit non seulement le coût, mais aussi la quantité de déchets à traiter. Comment la filtration intervient-elle dans tout cela? Les systèmes de filtration, c'est capital. Ils déterminent la teneur en matière sèche récupérée. Par exemple, avec un taux d'efficacité de 50% pour la filtration, on récupère la moitié de la matière sèche présente, réduisant ainsi le volume de boue en sortie. Et ça va jusqu'à impacter toute la chaîne de traitement post-filtration. D'accord. Maintenant, parlons un peu des méthodes de déshydratation des boues. J'ai lu que la teneur en matière sèche peut être très faible dans des systèmes mécaniques. Oui, c'est justement ça. Dans un filtre mécanique, la teneur en matière sèche dépend de la manière dont le tissu filtrant est rincé, que ce soit avec de l'air ou de l'eau. Normalement, elle se situe entre 0,1 et 1% de DM, voire jusqu'à 5% pour certains systèmes spéciaux. D'où l'intérêt d'utiliser des presses à filtre ou des centrifugeuses pour augmenter ce pourcentage, ce qui permet de réduire les coûts de traitement et de transport. Je vois augmenter le pourcentage de matière sèche, réduit l'encombrement et facilite le transport. Ça rend l'ensemble du procédé plus efficace, non? Exactement. En fait, garder le maximum de DM aide à diminuer la quantité de traitement supplémentaire. On peut également utiliser des systèmes de décantation ou ajouter des produits chimiques de coagulation et flocculation pour favoriser le dépôt des particules, ce qui augmente encore la concentration de matière sèche dans la boue. C'est donc une série d'optimisations pour obtenir une boue plus concentrée et plus facile à manipuler. Oui, absolument. Et parlons maintenant de la stabilisation de la boue. Pour stocker la boue, il faut la stabiliser afin d'éviter une décomposition incontrôlée qui pourrait générer de mauvaises odeurs et une dégradation nutritive. Lorsqu'elle est exposée à l'air, la boue subit une décomposition partielle aérobie et anaérobie, ce qui ralentit le processus de stabilisation. Donc, une stabilisation bien gérée garantit que la boue conserve ses nutriments essentiels pour une utilisation ultérieure comme fertilisant? C'est exactement ça. Une décomposition contrôlée permet d'obtenir des produits finaux riches en éléments comme l'azote organique et le phosphore, tout en éliminant les agents pathogènes, souvent par le biais de compostage ou de fermentation. Sans cette étape, les micro-organismes continueraient à dégrader les nutriments et créer des problèmes, notamment des odeurs fortes. Parlons du compostage alors. Quels sont les principes derrière le compostage des boues? Le compostage est un processus de décomposition aérobie contrôlée. On peut utiliser le compostage humide pour les boues issues de l'aquaculture, vu leur faible teneur en DM. Si on opte pour le compostage sec, il faut augmenter la teneur en DM au-dessus de 25%. Oui. On mélange souvent la boue avec du fumier ou une autre boue municipale
dans un réacteur où l'air est injecté pour stimuler la décomposition bactérienne de la matière organique. En d'autres termes, le réacteur agit comme un four naturel, générant de la chaleur grâce à une réaction exothermique qui peut, même, atteindre 60 à 70 degrés Celsius selon la composition? Exactement. C'est presque comme une combustion contrôlée. Oui. À cette température, les bactéries thermophiles dominent et désactivent également les micro-organismes pathogènes, améliorant ainsi la qualité du produit final. C'est impressionnant. Et ensuite, il y a la fermentation, un processus anaérobie pour la production de biogaz, non? Oui, parlons-en. Dans la fermentation, qui est une décomposition anaérobie, l'absence d'oxygène conduit à la production de biogaz, principalement du méthane, grâce à des étapes successives d'hydrolyse, de fermentation, d'acétogénèse et de méthanogénèse. Ce procédé transforme la matière organique en énergie utilisable, tout en concentrant les nutriments dans la boue résiduelle. Donc, la fermentation non seulement permet de produire de l'énergie, mais améliore aussi l'utilisation future de la boue en tant qu'engrais, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. La boue fermentée est moins volumineuse et, en même temps, elle dispose d'une concentration élevée en nutriments essentiels comme l'ammoniac et le phosphore, ce qui en fait un bon fertilisant. Il faut juste veiller à ce que le procédé reste complètement anaérobie pour éviter toute contamination par l'oxygène. D'accord, cela montre bien l'importance des conditions opératoires précises dans chaque procédé. Il y a également l'ajout de chaux pour stabiliser les boues, n'est-ce pas? Oui, l'ajout de chaux ou de chaux hydraté permet d'augmenter le pH de la boue à environ 12. En maintenant ce niveau de pH pendant environ 7 jours, plus de 99,9% des virus et bactéries pathogènes sont éliminés. Cependant, cette haute alcalinité arrête aussi la décomposition des protéines, ce qui laisse une fraction d'azote dans la boue. C'est un compromis, alors, entre la désinfection et la préservation des nutriments consommables pour les plantes. Une question qui se pose, quelle méthode offre le meilleur équilibre entre traitement et coût, selon vous? Il n'y a pas une réponse unique, car le choix dépend de nombreux facteurs. Par exemple, si le stockage de la boue est nécessaire avant son utilisation comme engrais, une méthode nécessitant une déshydratation supplémentaire pourrait être la plus économique à long terme. Oui. Pour une ferme produisant de 300 tonnes, des calculs montrent que la production annuelle de matière sèche peut varier énormément, allant de 37,5 tonnes à 750 tonnes selon la teneur en DM. Cela influe directement sur la logistique de transport et la rentabilité du traitement. Je vois. Cependant, j'aimerais remettre en question un point. Parfois, on se focalise trop sur le traitement technique et on oublie que ces processus doivent être économiquement viables pour les exploitants. Ne pensez-vous pas qu'il y a un besoin urgent de solutions hybrides, intégrant par exemple la valorisation des sous-produits pour compenser les coûts de traitement? C'est une excellente remarque. Effectivement, la valorisation des boues, que ce soit en tant qu'engrais ou carburant, via la production de biogaz, représente une valeur ajoutée essentielle. Même si certaines solutions, comme l'incinération, permettent de produire de l'énergie, elles éliminent les nutriments nutritifs, ce qui n'est pas optimal. L'approche idéale réside dans une combinaison de technologies adaptées aux contraintes spécifiques de chaque ferme afin d'optimiser à la fois les coûts et la rentabilité environnementale. En somme, il est crucial de penser à la chaîne complète de traitement, depuis la formation de la boue jusqu'à son utilisation finale, tout en intégrant des solutions pour réduire les pertes et valoriser les sous-produits. Exactement. Nous avons vu que la production de boue en aquaculture repose sur des phénomènes bien établis, modulés par la qualité de l'alimentation et le FCR, et ceci influence directement la gestion des biodéchets. Les méthodes de déshydratation, de compostage, de fermentation et l'ajout de chaux offrent un éventail de solutions pour traiter et valoriser ces boues. Cela souligne l'importance d'une approche holistique
pour une aquaculture durable. C'est vraiment fascinant de voir le niveau de détail et d'innovation qu'il faut mettre en place pour rendre le processus à la fois viable et respectueux de l'environnement. Absolument. Et il y a encore beaucoup à explorer, notamment en ce qui concerne l'intégration de ces systèmes dans des configurations existantes, ou même la possibilité de coupler d'autres sources de boue, comme les déchets municipaux. Oui. L'avenir semble prometteur pour l'aquaculture et la gestion des déchets, avec des technologies qui se raffinent constamment pour un meilleur équilibre environnemental et économique. Merci pour cette discussion très instructive. Je suis sorti avec beaucoup d'idées sur la façon dont ces procédés s'articulent et sur la manière dont ils peuvent être améliorés pour une meilleure valorisation des déchets. Merci à vous. C'était vraiment enrichissant d'explorer ce sujet en profondeur. À la prochaine pour d'autres discussions passionnantes sur comment l'innovation technique peut transformer des défis en opportunités.